Hi! Je m'appelle Eva et je suis chercheuse en biologie végétale, en première année de thèse, et je vais te raconter dans ce podcast quelques petits secrets et histoires de plantes. Passant par l'art, la musique ou encore l'écologie, je te propose de découvrir des plantes du monde entier. Tout ça dans l'objectif de te faire découvrir la beauté du monde végétal et de te montrer que les liens plantes-hommes sont beaucoup plus forts que ce que l'on peut croire. Tous mes épisodes sont disponibles sur YouTube et Spotify, et tu peux me suivre sur les réseaux Instagram et TikTok, ou bien encore sur mon site savessence.wordpress.com pour plus d'informations et pour ne rater aucun épisode. Plongeons ensemble dans l'avant-dernier épisode de l'Anafuda ou l'éphéméride végétale. Bonne écoute! Alors, dis-moi, tu te souviens de Willow, ce petit jardinier devenu apprenti magicien qui parvient à terrasser la reine maléfique ? Non, je ne te parle pas de Sam du Seigneur des Anneaux. Ce film date de 1988. Ça ne me rajeunit pas, hein. Mais Willow, c'est aussi le mot anglais pour saule. Cet arbre magique porteur de mystère. Symbole de sorcellerie et d'ésotérisme, le saule a traversé les âges, nourrissant l'imaginaire collectif et on le retrouve notamment dans les rituels et légendes des terres celtiques. Plongeons ensemble dans cette magie botanique, Harpa Pocio Salix. Oui, aujourd'hui tu risques de tomber dans la marmite de Panoramix. Parlons de ce saule, cette plante envoûtante du genre Salix de la famille des Salicacées. Ce qui est intéressant avec le nom Salix, c'est qu'il existe plusieurs hypothèses sur son origine. Certaines personnes pensent qu'il proviendrait du latin salire, signifiant jaillir en référence à la croissance incroyablement rapide de cet arbre. Mais d'autres proposent une théorie plus probable. Salix viendrait du mot celte saïs, composé de sal ou près de, et de lys qui désigne l'eau. Tiens, ça nous rappelle le lys du mois de mai. Ce qui a plutôt du sens quand on sait que les saules aiment s'installer près des zones humides des régions tempérées de l'hémisphère nord. Le Kew Garden estime qu'il existe 471 espèces réparties à travers le monde. Et là aussi, tout le monde n'accorde pas ses violons. Ou ses harpes. Petit clin d'œil pour la suite. Les saules pouvant s'hybrider facilement, c'est-à-dire se reproduire entre individus d'espèces différentes, il est difficile d'identifier et de dénombrer les espèces de ce genre. Ce sont des arbres de taille variable et pour la plupart, ils sont caducs, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs feuilles en hiver. On dit que les fleurs sont réunies en chatons. Ça fait des petits pompons tout doux qui sont produits au début du printemps. D'ailleurs, le saule est l'un des premiers à se réveiller à la belle saison et fait la joie des abeilles. Sauf rares exceptions, les saules sont dioïques, c'est-à-dire que certains individus ne portent que des fleurs mâles et d'autres que des fleurs femelles. Enfin, si tu penses au magnifique saule pleureur, figure-toi qu'il est originaire de Chine et a été introduit plutôt récemment en Europe. Même si l'on retrouve de nombreuses superstitions ésotériques à son propos, elles reflètent la plupart du temps une part de vérité sur les utilisations du saule dans la société humaine. À la fois souple et robuste, cet arbre est riche en qualités. Allez, on va voir tout ça. Les significations du saule sont assez variables. On associe souvent le saule pleureur, Salix babylonica, au chagrin, à l'amour non partagé, voire au deuil, et ça sûrement du fait de sa silhouette tombante telle des larmes. Alfred de Musset, célèbre poète français, écrivit « Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. »
On retrouve cette même idée dans Othello de William Shakespeare où Desdemona chante de douleur. La pauvre âme soupirait au pied d'un sycomore, chantant le vers saule. La main sur son cœur, la tête sur son genou, chantant saule, saule, saule. Dis-toi bien qu'au XVIe et au XVIIe siècle, il était même coutume que les amoureux éconduits portent des couronnes de saule, ce qu'on appelait des travélianes au pays de Galles. Il n'est pas non plus rare de le voir en bord de cimetière. À la fin du XVIIIe, il sert même de décoration aux cartes de deuil victoriennes et aux tombes. À la même période, le texte Guardian Angels, chanté à Dublin, témoigne d'un amour trahi en disant « If he is false, I will wear the willow ». S'il est faux, je porterai le saule. Une fois de plus, le saule est ici une métaphore du deuil. Si l'on gratte encore un peu plus loin, le saule se retrouve dans d'autres contes, comme dans le livre d'Andersen, Sous le saule, où l'arbre est le symbole de nostalgie et des souvenirs d'une innocence perdue. Le Japon a aussi son lot d'amour tragique avec la dame du saule, Yanagi no Onna. J'ai même trouvé un poète lyonnais, Maurice Sèvres, qui raconte la légende des saules du bord de Saône dans Saulsay, épilogue de la vie solitaire de 1547. Il s'est manifestement inspiré de la métamorphose de Daphné dans Ovide. Malheureusement, je n'ai pas le temps de te la raconter aujourd'hui, mais je te mets tout sur mon site. Mais alors, pourquoi le saule est-il associé au deuil ? Roy Vickery, dans son livre A Dictionary of Plant Lore, propose l'explication suivante concernant cette association. Selon lui, cela proviendrait probablement du psaume 137 de la Bible. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous suspendîmes nos cithars au saule qui bordait ces rivages déserts, et les cris importuns de nos vainqueurs barbares à nos tribus en deuil demandaient des concerts. Ce passage symbolise la tristesse de l'exil qui est directement accentuée par les saules, seuls êtres vivants dans ce paysage aride. Cependant, des réinterprétations récentes soulignent que les arbres mentionnés dans ce psaume seraient en réalité des peupliers. Ouais, ils se sont plantés, mais l'on ne peut pas effacer des siècles de croyances. Bon, ok, parfois cet arbre était donc un signe de mauvais présage. Dans l'est du Royaume-Uni, par exemple, aucun constructeur n'utilisait de saule scié car il était traditionnellement le bois des gibets. Là, ça devient vraiment glauque. Construire sa maison avec apporterait malheur et catastrophe à sa famille. Margaret Baker nous rapporte qu'en Louisiane, lorsqu'un saule devenait assez grand pour projeter une ombre de la taille d'une tombe, un membre de la famille mourait. Et si l'on va dans l'extrême, dans certaines régions de Pologne, on pensait que le diable vivait dans un saule. Plongeons un peu plus dans le sinistre. Il est dit qu'on pourrait même tuer un ennemi à distance avec des nœuds attachés à des branches de saule. Bref, j'espère que le saule n'emplira pas tes cauchemars la nuit prochaine. Colonisant les zones humides, il était aussi souvent associé à l'eau, à la féminité et à la lune. Aussi bien en Europe de l'Est qu'en Écosse et en Irlande, on retrouve cette association dans divers mythes et rituels. Tu peux déjà remarquer que le folklore du saule est si riche. Aujourd'hui, on voyage de superstitions improbables à fascinantes, voire malaisantes. Il existe un alphabet antique et mystérieux, base d'écriture d'un Irlandais bien lointain, l'Ogham. Ce système était considéré comme magique et divinatoire par les druides celtes, et le saule est l'une des lettres de cet alphabet où il symbolise vie et fertilité. Bolland raconte que l'eau de source dans laquelle des graines de saule avaient été trempées était vivement recommandée en Angleterre comme aphrodisiaque, mais avec la mise en garde que celui qui la boit n'aura ni fils ni fille fertile. Là, tu regrettes de n'avoir pas lu les petites lignes en bas du contrat. Dans le même registre un petit peu bizarre, on croyait que le saule protégeait le lait et qu'un brin attaché autour d'un baril empêchait les fées de voler la bonté du beurre. Bah oui, c'est connu voyons. Les fées ça mange un max de beurre. Bah elles étaient bretonnes. Par contre, que le beurre demi-sel, hein. Hé hé. Chut, garde ça pour toi, c'est un secret.
Mais on dit aussi que le saule est l'un des bois les plus prisés pour la fabrication de balais de sorcières et de baguettes de druides. Là, on commence à entrer dans le monde kabbalistique du saule. Intéressant. Associée également à Brigide, déesse celte de la poésie et de la divination, elle posséderait une baguette de saule blanc. Les Celtes croyaient que le saule, dont la couleur de celui qui est sans vie, aidait à voir au-delà du monde matériel, favorisant les rêves prophétiques et guidant lors des voyages entre les mondes des vivants et des morts. On comprend mieux pourquoi Panoramix a toujours l'air de planer. Cette renaissance après la mort est aussi symbolisée par le fait que même si le saule est coupé, il repousse vigoureusement l'année suivante. D'ailleurs, petite anecdote, notre bon vieux Ron Weasley du roman Harry Potter possède une baguette magique en saule. Toujours en suivant cette idée de guide, les longues tiges flexibles du saule étaient et sont toujours utilisées dans la construction du bateau celtique appelé coracle. Le saule constitue la base du vaisseau qui transporte son passager avec confiance et sécurité à travers les eaux vers de nouvelles terres. Ensuite, dans la tradition celtique, il existe une forte connexion entre poésie et magie. On pensait que les bardes, experts de la mise en musique de la poésie, étaient pourvus de pouvoirs puissants. Ils étaient capables de tisser des sorts par leur chant ou bien d'infliger de terribles malédictions à quiconque qui osait les tourner en ridicule. Appelés Fili, les poètes les plus haut gradés détenaient même une langue qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné la capacité d'énoncer des prophéties. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. Un petit extrait du Donjon Naalbuk de John Lang qui nous rappelle bien des souvenirs. Bref, reprenons. Mais quel lien entre le saule et les bardes ? Eh bien, pour pouvoir jouer de la musique, il faut une harpe et traditionnellement en Irlande, elles étaient fabriquées en bois de saule qui, en qualité de guide, augmentait le flux entre les mondes et donc le potentiel magique de l'instrument et de son musicien. Bon, quand je dis qu'on est obligé d'avoir une harpe, c'est juste qu'on a rarement vu un barde avec une guitare électrique. Tu te doutes bien que si l'épisode d'aujourd'hui lit musique et plantes, je suis aux anges. Reste accroché car ça va swinguer. La harpe irlandaise la plus célèbre est sans aucun doute la harpe de Brian Boru, conservée au Trinity College de Dublin et datant du XIVe ou XVe siècle. Symbole irlandais, cette harpe a fait son apparition sur les pièces de monnaie, sur les drapeaux navals ou plus tard sur les bouteilles de bière de la célèbre Guinness. D'autres croyances surprenantes racontent aussi que le saule était si étroitement lié à la musique qu'un instrument fait de saule pouvait inspirer le désir irrésistible de danser sans jamais pouvoir s'arrêter. Sacré pouvoir quand même. Et ce sentiment-là, qu'un pouvoir magique émane de la musique, que des forces surnaturelles s'expriment à travers elle, est un motif récurrent dans les légendes irlandaises. Tu es installé ? Plongeons dans le cœur d'une légende irlandaise. Dans les temps anciens, très anciens, régnait sur l'Irlande un haut roi légendaire connu sous le nom de l'Abredinchok. Psst, tu connais les derniers potins ? Bah, il y a une curieuse histoire qui fait le tour du royaume. On raconte que ce roi ne se fait couper les cheveux qu'une fois par an pour suivre la mode. Bon, pour le moment rien de très spectaculaire. Mais il y a quelques années, il fit un tirage au sort pour choisir son coiffeur.
Oui, je sais, idée un peu saugrenue. Bon, bref. L'homme choisi fut ravi. Ça allait lui faire une de ses renommées, tu imagines? Mais voilà le couac. Il n'est jamais revenu dans son village. Disparu. L'année suivante, même ritournelle. Au fil des années, les coiffeurs disparaissaient un à un. Tous les hommes du royaume tremblaient à l'idée d'être tirés au sort l'année suivante. Puis vint le tour d'un jeune garçon, fils unique d'une veuve âgée, qui habitait non loin de la forteresse royale. À peine la nouvelle arrivée à ses oreilles, elle se précipita au château. « Mon roi, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne faites pas disparaître mon fils, mon unique fils. Je suis veuve et sans lui je suis perdue. » Devant ton amour, je ne puis rester de marbre. Soit. Ton fils sait-il garder les secrets? Oui, sans aucun doute, monseigneur. Alors va. Qu'il se présente devant moi et jure devant le vent et le soleil qu'il tiendra sa langue. Sinon, il périra. Le lendemain, le jeune homme se présenta au roi, prêta serment et le roi retira sa couronne. Sous ses cheveux, 2 oreilles de cheval. Le coiffeur eut un petit soubresaut et comprit que c'était ça le secret à garder. Le roi, honteux, ne pouvait révéler sa difformité à son peuple, au risque de perdre toute crédibilité. Après la petite coupe vite fait bien fait, le garçon rentra chez sa mère. On ne parlait plus que de ça. Tout le monde se ruait dans sa maison pour se faire couper les cheveux et essayait de délier les langues. Ressentant cette pression écrasante, je ne te cache pas que le jeune homme, submergé par le poids du secret, semblait vaciller sous le fardeau de ce silence imposé et tomba malade. Aucun remède ne le soulageait. Il s'affaiblissait à vue d'œil. Sa mère, rongée par le désespoir, appela un druide. « Jeune homme, c'est le secret qui te tue à petit feu et te ronge de l'intérieur. Tu ne guériras qu'à condition de le révéler. Puisque tu ne peux l'avouer à un homme, suis la grande route, trouve un arbre loin de toute oreille traînante et confie-lui ce secret si lourd à porter. » Le coiffeur, puisant dans ses dernières réserves, se traîna jusqu'à la grande route, puis s'enfonça dans la forêt. Lorsqu'il fut seul, et sûr d'être seul, il aperçut un magnifique saule qui semblait toucher le ciel, et lui murmura « Mon bon saule, je vais te révéler mon secret qui me tue, qui me ronge. Le roi a des oreilles de cheval. » D'un seul coup il se sentit plus léger. Il était guéri. Rapide le remède. Peu de temps après, un bon matin au village, le harpiste Crève-Tine brisa son instrument. Ma belle harpe, ma douce harpe. Malheur, mais comment vais-je animer le prochain banquet du roi? Son visage se tordait de douleur. Il partit de ce pas chercher du bois pour en fabriquer une nouvelle. Par un étrange coup du sort, tiens, comme par hasard, il choisit le saule qui connaissait le secret du jeune coiffeur. Parfait pour la confection de ma harpe. Crève-Tine le tailla et en fit un sublime instrument. Hop, la voilà accordée, lustrée, digne du futur banquet. Piou. Ce soir-là, la grande salle du château était comble. Le harpiste fit son entrée, s'installa, posa ses doigts sur les cordes et... La riline choque à 2 oreilles de cheval. Silence de mort. Crève-Tine pinça une seconde corde. La riline choque à 2 oreilles de cheval. Le roi, assis sur son trône, devint blême. Tous les invités fixèrent la harpe. Puis le roi, il ne pouvait plus se cacher. Il prit sa couronne à 2 mains et la retira. Les 2 oreilles difformes firent leur apparition. Au contraire de ce qu'il croyait, personne ne le railla. Enfin, personne n'osa. Le roi fut pris de terribles remords. Pourquoi avait-il tué tant de gens pour une chose si futile? C'est un peu ce qu'on se demandait depuis le début.
Depuis ce jour, il ne cacha plus ses oreilles et les coiffeurs du royaume purent enfin dormir sur leurs 2 oreilles. Il faut savoir que ce roi a réellement existé et a régné sur l'ancienne région d'Irlande au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est au même moment que Ptolémée III règne en Égypte et que l'on inaugure le phare d'Alexandrie. Bon, je ne sais pas si ça t'éclaire plus. Si l'on fait un petit détour par les autres utilisations du saule, son bois souple mais robuste est parfait pour fabriquer des paniers tressés. Tu connais peut-être les paniers en osier. On peut aussi en faire des clôtures, des outils agricoles, des raquettes à neige, des cordes ou encore des fusains d'artistes. La vannerie, qui désigne l'art de tresser les tiges végétales comme l'osier, revient à la mode pour la construction de cercueils, paniers ou sculptures. En effet, ce matériau est plus respectueux de l'environnement que le plastique dont on a du mal à se défaire. Aussi, sur la plage de Wendwin en Belgique en 2012, l'architecte finlandais Marco Casagrande a installé Sandworm, une énorme structure sinueuse en osier pour la triennale Beaufort d'art contemporain. D'ailleurs, la souplesse et la résilience du saule ont aussi inspiré le monde de la chanson. Les Swifties connaîtront sûrement le titre Willow de leur cher Taylor. Enfin, l'écorce de saule peut aussi servir en teinture. Au Japon, Gyanza Motoji est un expert en teinture de kimono à base de saule. Si l'on parle du saule, la discussion sur l'acide acétylsalicylique est inévitable. Quasi impossible que tu n'en aies pas déjà pris. Je t'assure, je peux mettre ma racine à couper. Oui, je parle bien de l'aspirine. Chaque espèce de saule a des propriétés pharmacologiques légèrement différentes. On dit que les chatons d'Aegyptiaca soignent les infections respiratoires et la toux. Les feuilles bouillies de fragilis servent à laver les membres pour soulager la fatigue et l'hypertension. Les jeunes brindilles et les feuilles d'alba sont consommées en période de disette et traiteraient la fièvre, ou encore les brindilles de Wallichiana nettoieraient les dents et rafraîchiraient la bouche. Un sacré panel d'actions. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'écorce de saule. Elle contient de la salicine, puissant agent anti-inflammatoire. D'ailleurs, sa concentration varie selon l'espèce de saule. Mais comment a-t-elle été découverte ? Eh bien, on dit que l'écorce était déjà connue des Égyptiens et des Grecs et est utilisée depuis au moins 1934 avant Jésus-Christ. Le grec Dioscoride, auteur des Materia Medica au 1er siècle, écrivit « Le suc du saule provenant des feuilles ou de l'écorce mêlé à du miel rosa et de l'écorce de grenade est utilisé contre les douleurs d'oreille. » Tiens, encore une histoire d'oreille. Plus tard, William Turner, au XVe siècle, indiqua que les feuilles et l'écorce arrêtent les craquements de sang et autres flux de sang. Bon, va savoir ce qui était vraiment vérifié. Seulement, toutes ces connaissances médicales sont mises sous silence et ne sont redécouvertes qu'au XVIIIe siècle. 3 siècles plus tard, quand même. C'est un ecclésiastique de l'Oxfordshire, en Angleterre, Edward Stone, qui fit ses petites expériences dans son coin et écrivit une lettre en 1763 au président de la Royal Society. Rien que ça. Apparemment, la prise régulière toutes les 4 heures de 1 gramme d'écorce de saule blanc, Salix alba réduit en poudre et dissous dans 3,5 ml d'eau, réduirait la fièvre paludéenne. Au départ, il avait remarqué que le saule et l'écorce du Pérou, le cinchona, avaient à peu près le même goût amer. Or, le cinchona était utilisé pour traiter les fièvres, donc Stone supposa que l'écorce de saule avait les mêmes effets. Ça, c'est ce qu'on raconte de son côté scientifique. Un peu moins reluisant, Stone suivait aussi la théorie des signatures.
Théorie développée par Giambattista della Porta au XVIe siècle basée sur le principe que l'âme ne peut sans doute pas percevoir la physique interne ou externe des plantes et des racines, mais elle perçoit intuitivement leur pouvoir et leurs vertus. Elle les reconnaît immédiatement à leur signature. Puisque le saule poussait dans les zones humides, alors il devait forcément soigner les maux causés par l'humidité, comme les fièvres. Tu as peut-être déjà entendu le même type de conseils concernant les noix qui seraient bonnes pour le cerveau du fait de leur forme. Sans commentaire. Bon, revenons à Stone. Malgré les essais fructueux de Stone, ce remède n'a jamais été adopté par les praticiens de l'époque. D'ailleurs, la substance du cinchona sera identifiée le siècle suivant et sera nommée quinine. Plus tard, après l'italien Fontana, l'allemand Büchner, en 1829, un pharmacien français, Pierre-Joseph Leroux, obtient des cristaux solubles de salicyline pure après avoir fait bouillir et concentrer sa solution de poudre d'écorce de saule. En 1853, un chimiste alsacien, Charles-Frédéric Gerhard, synthétise à partir de cette salicyline le fameux acide acétylsalicylique. Je ne te cite pas tous les médecins, chimistes français, allemands, anglais qui testèrent ce nouveau composé sur des malades ou améliorèrent les protocoles de synthèse. Il y en a un sacré paquet. C'est plus de 40 ans plus tard, en 1897, que Felix Hoffmann créa le même acide, mais cette fois à partir de la plante Spiraea ulmaria, la reine des prés. L'effet analgésique de cet acide fut reconnu en 1899 et l'employeur de Felix Hoffmann, Bayer, ne rata surtout pas l'occasion de le commercialiser. Le contraire nous aurait bien étonnés. Il le nomma aspirine. Ah, au fait, analgésique ça veut juste dire que c'est un traitement contre la douleur. Finalement, le saule s'est fait piquer la vedette sur la dernière ligne droite. Près de 80 ans plus tard, en 1971, John Vane montra que les substances comme l'aspirine empêchent la production de prostaglandines, des actrices de la mise en place de l'inflammation lors de la réponse immunitaire innée. Il obtient le prix Nobel en 1982. Et l'histoire est-elle finie ? Eh bien, pas tout à fait. En 1990, Daniel Moerman rapporta dans ses livres les nombreux usages du saule par les Amérindiens qui l'utilisaient depuis un bon moment contre la douleur. Il écrit qu'il mâchait de l'écorce de saule comme analgésique pour le mal de tête et autres douleurs. Comme souvent, on se demande qui a fait la première découverte. Finissons cette belle expédition par la recherche et l'écologie. Et oui, les saules ne sont pas soumis qu'au secret médical, ils ont aussi leurs petits secrets écologiques. Véritable refuge pour les insectes, abeilles, cirques, chenilles, pour les oiseaux et même des poissons qui se nourrissent et se reproduisent sous ses branches, bref, tout un petit monde à part entière. Et si ce n'était que cela ? Il remplit des fonctions essentielles pour les écosystèmes, stabilisateur des berges, purificateur de l'eau et même coupe-vent limitant l'érosion. En effet, il peut séquestrer des métaux lourds tels que le cadmium, le fer ou le nickel, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'eau. On parle de phytoremédiation. On avait déjà parlé de ce processus dans le 7e épisode sur le lespédèse, si tu te souviens. Pour approfondir tous ces points, je te mets les références d'articles académiques sur mon site. T'as de quoi faire. D'autres équipes pensent que certaines espèces de saules sont des sources prometteuses de biocarburants. Et certains pays n'hésitent pas à se lancer dans de grands projets comme le Willow Biomass Project aux États-Unis. Mais malgré sa forte résilience, le saule est menacé dans certaines régions du monde. Le changement d'utilisation des terres grignote petit à petit les habitats des saules, ce qui menace toutes les espèces qui côtoient de près ou de loin notre arbre. Entre médecine et magie, le saule en a fait voyager plus d'un. Visionnaire de toute époque, il fait aussi bien chanter les oiseaux que nos inconsolables amoureux, et sait faire danser dans un lyrisme merveilleux. Protecteur des zones humides, il veille à ce que les âmes retrouvent leur chemin, ainsi que les métaux qui se seraient infiltrés un peu trop loin. Ces chatons soyeux qui nous ensorcellent,
cache bien des mystères substantiels. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et Evou qui m'a fait plusieurs fois des illustrations. Merci pour ton écoute de ce 11e épisode de la série Anafuda ou l'éphéméride végétale. Novembre, Arpa Pocio Salix, quand les chatons ensorcellent Panoramix, du podcast Sève Essence. N'hésite pas à me contacter sur mon site sèveessence.wordpress.com. Si tu as aimé, ça serait top d'en parler autour de toi et de me noter sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également me laisser des commentaires et enfin, tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok, Spotify et YouTube. Wingardium Valeum.